Bonjour à tous. Bonjour Mathilde Panot d'avoir accepté notre invitation. Députée du Val-de-Marne, bien sûr, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Beaucoup de sujets à aborder avec vous aujourd'hui, de la séquence budgétaire à la future réforme des retraites, en passant bien sûr par la condamnation d'Adrien Quatennens qui suscite beaucoup d'interrogations au sein de la NUP. Et d'ailleurs, pour commencer, une première question d'actualité de Chantal Didier. Oui, bonjour Madame la Présidente. Donc Adrien Quatennens condamné pour se défendre. Il accuse le ministre de l'Intérieur de complot, d'avoir laissé fuiter des informations. Est-ce que cette défense ne vous paraît pas un peu classique ? C'est-à-dire que presque tous les mises en cause politiques utilisent cette référence au complot. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Et je commence par m'excuser des fois où je n'ai pas pu, de manière indépendante de ma volonté, me rendre devant vous. Donc merci pour l'invitation. Alors, hier, nous avons eu une longue réunion de groupe qui a mené à une décision politique, puisque le temps de la justice est maintenant terminé sur l'affaire Adrien Quatennens. Donc, longue discussion politique sur la décision que nous avions à prendre. Et décision qui, je crois, a été saluée dans la manière dont elle a été faite. Je commence par ce point-là, puisqu'elle a permis à la fois, d'abord, un premier temps, la semaine dernière, d'expression très libre de chacun et chacune des députés, puis ensuite, un certain nombre de votes en cascade qui nous ont permis de prendre une décision politique, donc, qui allait à la décision donc, de radiation pendant 4 mois d'Adrien Quatennens. On utilise le terme radiation indécent, c'est un terme qui existe dans le règlement de l'Assemblée nationale, peut-être ne le savez-vous pas, et au retour du groupe conditionné à une formation auprès d'une association. Maintenant que le temps de la justice est passé, nous avons pris en tant que groupe parlementaire une décision qui est une décision politique, en intégrant la décision de justice, mais qui est une décision politique. Et Adrien Quatennens, ensuite, a le droit de se défendre et de mener sa défense et de, y compris, continuer son travail de parlementaire, pour l'instant, en tant que non-inscrit. Alors, Adrien n'a pas directement parlé de complot, mais juste, moi aussi, je m'interroge sur 2 choses et je partage cette interrogation avec lui. La première, c'est que vous avez des fuites, des plaintes et des mains courantes qui se retrouvent systématiquement dans la presse et qui est une question qui doit se poser et qui se pose, y compris, excusez-moi de le dire, de manière féministe aussi, parce que cela veut dire que si une femme veut déposer une main courante ou une plainte contre une personnalité publique, eh bien, elle peut ne pas avoir envie que cela se retrouve directement dans la presse. Et donc, il dit... Plusieurs sources concordantes m'ont indiqué que le ministère de l'Intérieur avait fait des pressions. Après, j'ai vu que le ministère portait plainte pour diffamation. Bon, on verra ce que ça donne derrière. Et puis une deuxième question qui est, pour le coup, une vraie question là aussi, qui est celle de savoir est-ce qu'il faut, pour une personne qui est accusée de violences sexistes et sexuelles, nier les choses pour pouvoir être tranquille. Je le dis non pas dans un esprit de polémique, même sur ce cas en particulier, mais je remarquais que hier, alors que tous les médias, et c'est normal puisqu'il y avait une condamnation, était tournée sur la condamnation d'Adrien Quatennens, à ce moment-là, il y avait dans les questions au gouvernement M. Abad, qui était présent dans les questions au gouvernement, qui est accusé par 4 femmes, alors certes il le nie, mais qui est accusé par 4 femmes de faits extrêmement graves, et qui peut être à l'Assemblée nationale aussi librement qu'il le souhaite, sans que rien ne se passe. Il est toujours présumé innocent. Oui, il est toujours présumé innocent, oui, non mais d'accord, mais juste, vous rendez compte que donc, cela veut dire qu'une personne qui est accusée, en fait, cela veut dire qu'il vaut mieux nier les faits, plutôt que, y compris, reconnaître des choses et accepter ensuite que la justice passe, et ce que Adrien Quatennens a accepté. Donc, voilà, moi, je n'ai rien à dire en particulier sur la défense qu'a Adrien Quatennens, si ce n'est que c'est sa liberté, sa défense à la fois judiciaire, ce qu'il a fait, puisqu'il a plaidé coupable sur des choses, et sa défense politique que lui mène
Moi, je suis présidente d'un groupe parlementaire qui a pris une décision politique, qui est celle de dire que Adrien Quatennens a déjà été en retrait pendant 3 mois et que nous avons pris la décision de le radier de notre groupe pendant 4 mois. Sur le fond, compte tenu des combats de la France insoumise, et puis plus largement sur la lutte contre les violences conjugales, les violences faites aux femmes, est-ce que vous êtes parfaitement à l'aise néanmoins avec l'idée qu'Adrien Quatennens puisse un jour siéger à nouveau au sein de votre groupe? Est-ce qu'il ne vous aurait pas d'une certaine façon, et c'est sa décision, mais simplifié un peu la tâche et la lisibilité de votre discours et de votre ligne politique en démissionnant peut-être, quitte à se représenter pour se représenter devant le jugement, le suffrage des Français? Bien, vous l'avez dit, c'est le suffrage des Français et des Françaises, et notamment les électeurs et électrices de sa circonscription, qui sont maîtres d'avoir élu Adrien Quatennens. Nous n'avons aucun pouvoir sur cette question. Nous n'avons aucun pouvoir. Donc nous avons fait une action et une décision politique sur le spectre que nous avions. Alors, est-ce que nous continuons dans le combat qui est le nôtre pour demander non plus 1 milliard, parce que vous avez vu que les associations disent que nous avons pris tellement de retard sur la question des violences sexistes et sexuelles dans notre pays qu'il ne faut plus non plus 1 milliard, mais 2 milliards par an sur cette question-là? Oui, nous continuons à le demander. Et nous avons continué à le demander dans le projet de loi de finances. Et vous l'avez vu, nous n'avons pas pu en discuter, notamment du fait des 49.3 qui continuent, j'imagine qu'on va en reparler, mais de manière frénétique, utilisés de manière frénétique par ce gouvernement. Mais les nombreuses fois où nous l'avions proposé dans le mandat précédent, cela avait été refusé. Donc nous continuons sur ce combat-là, oui. Et quand même, je le redis, on ne peut pas poser la question des violences sexistes et sexuelles dans notre pays uniquement par un prisme individuel. Et je ne dis pas ça pour nous défausser, mais je dis ça parce que nous avons pris nos responsabilités. Vous avez une condamnation judiciaire, et ensuite, Adrien Quatennens n'est plus coordinateur politique de la France insoumise, et pendant un temps, et n'est plus dans notre groupe politique. Voilà. Hélène. Attends le micro. On entendait très bien, excusez-moi. Bon, vous dites que Adrien Quatennens est en droit de se défendre maintenant. Je suis entièrement d'accord. Oui, je pense qu'il peut se défendre. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que quelque part, il est un peu victime des positions extrêmement dures de votre mouvement politique sur le sujet, et que maintenant on étale ça avec une violence folle sur toute la scène nationale française, ce qui n'est pas forcément utile. Moi, je trouve étonnant qu'une gifle soit comme ça, qu'on en parle, qu'il y ait des digressions pendant des jours et des jours et des jours sur une gifle à sa compagne. Je trouve que, à mon sens, c'est un peu too much. C'était quelqu'un qui était très important pour votre mouvement politique, hein, c'est le numéro 2. Et bien, il va perdre, c'est fini pour lui maintenant. Probablement, il n'y arrivera jamais. Je ne crois pas qu'il puisse retrouver sa position. Hélène, on ne te demande pas un édito. Question. Question. C'est fini, clôture. Je pense que vos positions un peu excessives, et dans d'autres domaines aussi, peuvent vous nuire à vous. C'est ça qui est dans... Alors, c'est pas excessif, c'est exigeant. Et non, je le dis pour la position que nous avons tenue de notre côté. La question féministe est une question exigeante et qui vient notamment d'années et d'années d'impunité qui, du coup, ont mené une sensibilité extrême de la société. Je n'approuve pas toutes les méthodes qui sont utilisées par d'autres que ce que nous disons dans le groupe parlementaire, ce qui pour le coup là est mon domaine. Mais vous avez raison, il y a des questions de graduation qui se posent, c'est des questions féministes, il y a des questions de réhabilitation sur lequel pour le coup, parce que si vous voulez faire cesser les violences sexistes et sexuelles dans une société, si vous les combattez, c'est parce que vous pensez qu'elles peuvent cesser. Et comment peuvent-elles cesser? Elles cessent en pensant la question aussi de la réhabilitation et en disant oui, Adrien Quatennens a admis un geste dont il dit lui-même qu'il est inexcusable. Il a accepté les conséquences judiciaires et politiques. Eh bien oui, moi je ne crois pas qu'Adrien Quatennens soit fini. Je pense qu'à un moment, il aura en quelque sorte payé la dette qu'il a. Il a pris une condamnation judiciaire. Il a accepté des conséquences politiques et que maintenant il peut faire son travail de parlementaire. Jacques Hébert, indépendant.
Repli, verrouillage brutal, purge, Mélenchon a le choix entre aider ou nuire. La contestation a été très vive au sein de la France insoumise à propos de, la nomination, l'adoubement, je ne sais pas comment dire, de Manuel Bompard. Puisqu'il n'y a pas eu d'élection, on ne sait rien de la façon dont ça s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dévoiler, mais très simplement, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait partie des personnes tirées au sort? Est-ce que ça s'est fait par applaudissement, par cri, par comment ça s'est passé? Vous qui venez de dire que hier, la décision que vous avez prise sur Quatennens, c'était après un vote, vous avez dit, en cascade, pour aboutir sur une décision politique. Eh bien, excusez-moi, vous êtes mal informé. Pour l'instant, Manuel Bompard n'est pas coordinateur de notre mouvement. C'est une décision qui sera prise par la coordination des espaces qui, ce week-end, a été renouvelée effectivement à 50%. Et si vous avez bien entendu ce que nous avons dit ce samedi lors de l'Assemblée représentative, et dont le groupe parlementaire doit discuter, ce que nous allons faire en début d'année prochaine plutôt, doit discuter de sa représentation parlementaire. Comment ça s'est passé? Vous avez différents espaces dans la France insoumise qui ont délibéré à l'intérieur de leur espace pour choisir des représentants qui ensuite siègent au sein de la coordination des espaces. Donc personne n'a été adoubé ou je ne sais quoi, touché par la grâce pour siéger à la coordination des espaces. Ensuite, sur ce qui concerne le groupe parlementaire dans la coordination des espaces, vous avez compris qu'il y aura un espace politique, un conseil politique par ailleurs, mais sur ce qui concerne le groupe parlementaire dans la coordination des espaces, c'est un travail que nous allons faire en début d'année. Donc il n'y a aucune purge à la France insoumise, rassurez-vous. Attends le micro, Frédéric. Je suis désolé, mais... On se présente. Oui, Frédéric Aziza, Radio J. C'est quoi précisément la coordination des espaces? Parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans les autres partis. Par exemple, au Rassemblement national, pour ne parler que de lui, puis il y a eu d'autres partis qui ont élu des dirigeants le week-end dernier. Jordan Bardella, par exemple, a été élu. Est-ce que chez vous, le responsable principal du parti peut et doit être élu? Mais vous verrez que, pour l'instant, Manuel Bompard n'est pas coordinateur de notre mouvement. Nous sommes un mouvement politique. Et ce qui a été réaffirmé fortement par les militantes et militants, y compris dans des temps que nous avons eus aux universités d'été et ensuite dans les différents temps qui ont conduit à la réorganisation du mouvement, et notamment qui correspondent à un changement d'ampleur du mouvement de la France insoumise, qui passe quand même de 17 députés à 75 députés. Tout ce travail qui s'est fait, à chaque fois, a été réaffirmé par les militants de manière très forte, l'attachement au fait que nous soyons un mouvement et non pas un parti traditionnel. Alors je comprends que ça soit un peu perturbant sur certains des aspects, mais quelle est la coordination des espaces? Qu'y a-t-il dans les espaces? Il y a des tâches concrètes qui permettent de faire vivre le mouvement sur les différents aspects de la vie politique de notre mouvement politique. Donc cela correspond à des tâches, et je vous assure que vu le nombre de tâches que nous avons à faire, il y en aura largement pour tout le monde. Donc je le redis, nous allons discuter en début d'année prochaine, c'est prévu par le groupe parlementaire, de notre représentation de groupes parlementaires à l'intérieur de la coordination des espaces. Et par ailleurs, vous avez à côté un conseil politique qui se réunira lui aussi régulièrement et qui permettra d'intégrer des personnes qui ne sont pas directement à la France insoumise, qui sont parlementaires. Je pense notamment à Aymeric Caron, ça a été proposé à François Ruffin, ça a été proposé, donc le Picardie Debout, et au Parti ouvrier indépendant, qui a lui aussi un député dans notre groupe. Bref, qui est quelque chose de plus large encore que la coordination. Frédéric. Oui, Frédéric Delpech de LCI. Pour poursuivre sur ce sujet, est-ce que vous nous confirmez qu'il y aura donc des groupes de travail qui seront instaurés pour travailler sur cette nouvelle direction? C'est ce qui semble avoir été dit en tout cas à certains de vos parlementaires. Est-ce que, par exemple, Clémentine Autain ou Raquel Garrido seront réintégrés dans la future direction de LFI? Comment ça va se passer? Comment on va connaître l'architecture de la direction de LFI? Alors, côté groupe parlementaire, puisque j'ai l'impression que c'est là-dessus que vous m'interrogez, côté groupe parlementaire, nous avons fait un groupe de travail. Ce groupe de travail doit penser les conditions. Vous savez, à 17, c'était assez facile de discuter. Alors, à 17, vous avez des discussions tous les mardis matins. C'est assez facile. Vous avez le temps que chacun puisse s'exprimer. À 75, c'est autre chose.
Ce groupe de travail doit penser la manière dont nous avons la discussion et la décision. C'est ce que nous avons fait sur la décision que nous avions à prendre pour Adrien. Pour la décision à prendre sur Adrien Quatennens, nous avons eu un groupe de travail qui a travaillé, y compris avec des méthodes de l'éducation populaire, où par petits groupes, nous avons d'abord discuté, ce qui permet à chacun, à chacune de s'exprimer, ce que nous ne pouvons pas faire en plénière à 75. Donc, effectivement, il y a un groupe de travail qui doit proposer au groupe une manière de discuter et de décider de notre représentation parlementaire. D'autres questions sur le sujet? Non. Sinon, on va changer un peu de registre. Nous arrivons à la fin de la séquence budgétaire. C'est un peu aussi la fin de la première partie de cette session, un peu plus de 6 mois après l'élection de cette nouvelle Assemblée nationale. Quel bilan faites-vous à ce stade de cette séquence budgétaire, projet de loi de financement de la sécurité sociale, projet de loi de finances, alors qu'on attend de la part du gouvernement un 10e 49.3 sans doute demain pour la lecture définitive du budget, et la motion de censure qui y répondra de votre part. D'ailleurs, est-ce que cette fois-ci, il s'agira d'une motion de censure de la NUP dans son ensemble? Oui, la dernière, celle sur la lecture définitive du budget, du PLF, sera une motion de censure NUPES qui probablement interviendra samedi pour cette motion de censure. Bon, vous avez vu que ça tourne quasiment au ridicule. Peut-être avez-vous vu ce que la Première ministre a dit lors de la dernière motion de censure, la dernière, celle d'avant, la 8e, où elle nous explique que nous, la France Insoumise, nous n'aimons pas le débat, et que s'ils sont obligés de faire des 49.3, c'est parce que nous déposons des motions de censure. Elle vous pose la question de façon un peu ironique, en tout cas. Et quand même, elle se marre à la tribune de manière qui est quand même un peu indécente. Donc elle rigole à la tribune. Et il faut quand même rappeler que nous déposons des motions de censure parce que nous ne voulons pas banaliser l'utilisation du 49.3, avec en plus des votes qui ont été faits à la majorité de l'Assemblée qui ont été effacés. Je pense aux 200 millions que nous avions gagnés sur l'outre-mer. Je pense aux 12 milliards que nous avons gagnés sur la rénovation thermique des logements. Je pense aux 3 milliards que nous avions gagnés sur le ferroviaire et qui, à chaque fois, sont effacés en laissant la main complète à l'exécutif de choisir ce qu'ils mettent ou ce qu'ils ne mettent pas. Et juste après nous avoir fait son grand numéro de La France Insoumise n'aime pas le débat, nous commençons l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances et il n'y a même pas une seconde de discussion. Même pas les discussions générales, que directement la Première ministre, puisque maintenant elle veut faire des tirs groupés, réenclenche un 49.3. Je le dis, quel est le bilan de cette période-là? C'est que je pense que la Macronie commence à comprendre qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée. Alors, à chaque fois, ils nous redisent « Oui, mais M. Mélenchon n'a pas été élu à l'élection présidentielle. Il n'a pas été élu aux élections législatives. » C'est vrai, mais nous avons gagné le premier tour au nombre de voix. Nous avons gagné le premier tour des élections législatives au premier tour des élections législatives, et nous avons donc les 3 blocs que nous pouvons distinguer, qui finalement placent la minorité présidentielle en situation de minorité. Et en période budgétaire, vous avez autant de 49.3 que vous voulez, vous le savez. Mais ensuite, ils vont se retrouver dans une situation où ils n'auront plus qu'un seul 49.3. Et donc des choses sur lesquelles nous pouvons gagner des choses vont être difficiles pour eux à tenir. Vous avez vu que les députés macronistes se plaignent d'être épuisés. Eh bien, je le dis avec un peu de défi, mais quand même, nous savons pourquoi nous sommes là. Nous savons pourquoi les électeurs nous ont envoyés dans cet hémicycle. Et donc, nous nous fatiguerons moins rapidement qu'eux, je vous le dis directement. Et quand vous voyez une situation, moi, ce chiffre quand même, parce que vous avez vu que la Macronie a oublié de supprimer un observatoire. Vous savez, 10 millions de pauvres dans un pays aussi riche que le nôtre, qu'est-ce qu'ils ont fait au précédent mandat? Ils ont supprimé l'Observatoire de la pauvreté. Ils ont oublié de supprimer l'Observatoire des inégalités. Vous avez vu le chiffre qu'ils ont sorti la semaine dernière. 10 millions de pauvres, la moitié des pauvres de ce pays ont moins de 30 ans. Un tiers sont des enfants. La Fondation Abbé Pierre est en train d'alerter sur le fait qu'il puisse y avoir des morts à la rue alors qu'il est en train de neiger dans notre pays et que nous avons des températures négatives à beaucoup d'endroits du pays. 300 000 personnes sans abri et 42 000 enfants qui sont soit à la rue, soit dans des hébergements précaires. Et donc qui alertent sur le fait d'ouvrir à tout va. Nous allons avoir dans notre pays des coupures d'électricité, des coupures d'eau cet été, mais aussi dans les territoires ultramarins, dont j'ai beaucoup parlé, mais dont je veux reparler. Et
vous vous retrouvez dans une situation où nous sommes dans une situation où la misère est en train de s'accroître dans notre pays, de manière indigne d'un pays aussi riche que le nôtre. Qui aurait cru un seul instant que des universités allaient fermer pour des questions de chauffage? Qui aurait cru un seul instant que des familles qui ont plusieurs enfants se demandent combien d'enfants ils vont pouvoir faire manger à la cantine et combien ils vont envoyer à la boulangerie du coin pour juste acheter une baguette à 90 centimes parce que c'est ce qu'ils peuvent se permettre seulement? Qui aurait cru qu'on se demande dans les cantines de notre pays si on fait dessert et fromage pour les enfants, ou seulement dessert ou seulement fromage? C'est insupportable de voir une telle situation, et je crois que la réalité est que Emmanuel Macron n'a aujourd'hui pas de mandat pour faire et continuer sa politique de maltraitance sociale. Et la preuve, c'est la réforme des retraites qu'ils veulent rajouter en surcroît, réforme des retraites qui est aujourd'hui rejetée par 8 Français sur 10 dans notre pays. On va reparler des retraites, bien évidemment, mais sur cette séquence 49.3, motion de censure, cette bataille de procédure en quelque sorte, est-ce que vous considérez vraiment que tous les torts sont du côté du gouvernement, sachant qu'on savait dès le départ qu'il n'y aurait pas de majorité pour voter ce budget, ou est-ce que d'une certaine façon, on n'est pas, mais parce que les options politiques sont différentes, dans une forme de dialogue de sourds? Est-ce que vraiment les choses auraient pu se passer différemment selon vous? Mais écoutez, c'est sympathique de nous dire aucun groupe parlementaire ne nous a indiqué changer d'avis sur le budget, lorsque eux-mêmes n'ont rien changé sur leur budget. Enfin, c'est quand même incroyable de le poser comme ça. Et lorsque les votes qui sont faits à majorité de l'Assemblée sont tous effacés les uns après les autres. Rendez-vous compte que nous avons un gouvernement aujourd'hui, fait quand même extraordinaire, qui ne demande pas la confiance au Parlement, et qui, pour la première fois depuis 43 ans et 30 ans respectivement sur le PLF et le PLFSS, utilise à tout va des 49.3. Enfin, ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans cette situation-là. Donc quand vous êtes en minorité dans une assemblée, soit vous faites des bougées, soit vous utilisez sans cesse la force, le passage en force pour le faire. Mais ce passage en force, je ne crois pas qu'on puisse gouverner longtemps un pays à coup de 49.3. Voilà, je le dis tel que je le pense. Je ne crois pas qu'on puisse continuer longtemps à gouverner le pays uniquement par rapport de force. Et que va-t-il se passer? Alors sur les retraites, ils nous sortent du chapeau le fait que ça serait probablement un PLFSS rectifié. Donc de nouveau un texte budgétaire sur lequel ils pourraient utiliser le 49.3, exactement. Mais sur tous les textes, ils ne vont pas faire ça. Donc au bout d'un moment, il va y avoir un problème sur des choses. Et moi, je veux bien qu'on écrase systématiquement l'Assemblée dans notre pays, mais j'espère qu'à un moment, certains vont retrouver un peu d'honneur. Et nous, je le dis, je trouve que nous avons eu raison de déposer des motions de censure à chaque fois, non pas pour être procédurier sur des choses, mais parce que nous ne voulons pas laisser passer un 49.3 comme si c'était banal et normal dans notre République. Vous parlez de minorité présidentielle. D'autres parlent de majorité relative. Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt, alors le cas du budget étant spécifique, puisqu'on sait bien que la majorité en principe le vote et que les oppositions s'y opposent, est-ce qu'on n'est pas en fait dans cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale dans une majorité à géométrie variable? On a vu que le texte sur l'assurance chômage a été voté avec l'appui des voix de droite ici et puis un accord avec le Sénat. C'est également le cas de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. On verra évidemment ce qui va se passer sur les retraites. Et du RN, vous pouvez le dire à chaque fois. Et parfois du Rassemblement national. RN mais il y a souvent, ce qui permet l'adoption des textes par ailleurs, ce sont souvent les accords avec le Sénat. D'ailleurs, vous nous direz peut-être ce que vous pensez de cette discussion qui a lieu entre les deux chambres et qui permet un certain nombre d'accords. Sur le texte concernant les énergies renouvelables, là, le gouvernement compte sur le renfort peut-être d'une partie des groupes de gauche. Vous nous direz peut-être d'ailleurs sur ce texte-là quelles sont vos intentions. Donc, voilà, alors c'est vrai que le gouvernement aura le droit encore à un 49.3 au cours de la session sur un texte, peut-être les retraites, peut-être un autre. La question du véhicule législatif sera importante aussi, puisque si on passe par un PLFSSR, là le 49.3 sera de droit. Mais est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, que tout ça la machine finira par se gripper, alors qu'on voit qu'en réalité, un certain nombre de textes, au coup par coup, sont adoptés, et ma question était un peu longue, j'en suis désolé, avec des géométries, des majorités à géométrie variable à construire. Est-ce que finalement ce n'est pas ça, cette nouvelle assemblée? Est-ce que ça peut durer 5 ans? C'est une autre question.
En tout cas la grande force, et nous on en est plutôt heureux de ce qui s'est passé aux élections législatives et du choix du peuple français, c'est quand même d'avoir remis l'Assemblée nationale au centre du jeu politique. On a une reparlementarisation de la vie politique française. Et nous, on en est plutôt heureux. Alors après, vous dites avec des géométries variables, souvent ce sont des textes quand même, quand vous faites le nombre de textes qui ont été adoptés depuis juin, souvent ce sont des textes qui sont adoptés avec les LR et le RN. Et probablement qu'on va continuer lorsqu'on parlera du texte immigration, lorsqu'on parlera du texte sur le nucléaire, sur lequel ça ne sera... Donc bon, ils ont choisi quand même de quel côté ils tiraient et ils demandaient les voix. Mais oui, le fait de devoir un minimum négocier des choses, de devoir un minimum discuter les choses, moi je trouve que c'est un bon point pour notre pays. Mais est-ce que ça va tenir 5 ans ? Je ne le crois pas. Et au bout d'un moment, quand vous vous retrouvez dans des situations de blocage, bon, les seuls vers lesquels vous pouvez vous tourner, eh bien, c'est de nouveau le vote des électeurs et des électrices. Donc peut-être qu'à un moment, on arrivera à un point de dissolution, y compris pour que des choses soient tranchées. Mais je ne crois pas qu'on puisse continuer à gouverner un pays par 49-3 à ce point-là, et en plus, généralement, sur des choses qui vont à l'encontre de la majorité sociale de ce pays. Enfin, je veux dire, la majorité sociale de ce pays, elle ne demande pas qu'on repousse l'âge de retraite à 64 ou à 65 ans. La majorité sociale de ce pays, elle demande qu'on augmente les salaires. Et pas qu'on fasse des petits chèques à tout va comme ils sont en train de faire, avec en plus l'argent du contribuable. La majorité des gens sont d'accord pour qu'il y ait une taxe sur les profiteurs. Bon, vous savez, moi j'ai regardé dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale les débats de 1916. Regardez-les, puisque le président avait dit 6 fois nous sommes en guerre. Bon, on l'a pris au mot. On avait proposé il y a 2 ans une taxe sur les profiteurs de crise, en disant il est indécent que certains se gavent pendant que tant d'autres sont en train de souffrir. Ce débat, il a déjà existé dans l'Assemblée. C'est 1916. Il avait été adopté à l'unanimité, sauf une voix. Et le ministre, à l'époque, avait dit il n'est même pas besoin de décrire le malheur des uns et l'opulence des autres pour dire que ce projet de loi est un projet de bon sens. Bon, cette seule voix contre, aujourd'hui, elle est représentée par la Macronie et les autres, qui refusent une taxe qui pourrait rapporter entre 18 et 44 milliards, qui est juste recommandée par des acteurs qu'on ne cite pas souvent, nous, de notre côté, la Commission européenne, le FMI, l'ONU, et qui est fait par d'autres pays européens autour. François Gervais, Horizon Politique, vous dites que ça ne peut pas continuer longtemps comme ça. Donc, est-ce que vous réclamez la dissolution ? Et en cas de dissolution, est-ce que vous ne craignez pas que le Rassemblement national tire son épingle du jeu ? Alors, est-ce qu'on demande la dissolution ? Cette question n'est pas là. Ou souhaiter, oui. On a dit demander et souhaiter, donc je réponds aux 2 questions. On ne demande pas une dissolution. Par contre, nous nous y préparons, évidemment. Nous sommes prêts en cas de dissolution, y compris dans le mouvement, et nous avons beaucoup des candidats de la France Insoumise NUPES qui ont perdu les élections parfois à 78 voix, parfois à 115 voix, parfois à 200 voix. Et donc, nous nous préparons, et vous remarquerez que les seuls qui faisons vraiment campagne dans ce pays, que ce soit les nombreux meetings contre la vie chère que nous avons fait, que ce soit la tournée des facs que nous avons fait, que ce soit la tournée des hôpitaux avec Allo Ségur, et qui nous permet à chaque fois d'avoir ce que nous avons appelé un pied dehors, un pied dedans, et donc de faire toujours le lien avec les gens sur ce qui est en train de se passer dans l'hémicycle, mais aussi de porter dans l'hémicycle ce qui se passe à l'extérieur, parce que le pays, il est un peu en ébullition quand même. Vous avez vu le nombre de grèves et de luttes qu'il y a sur l'augmentation des salaires, sur le partage de la richesse, qui égrènent un peu partout dans le pays. Eh bien, nous tenons notre rôle dessus, et oui, nous sommes prêts en cas de dissolution, oui. Ah pardon, oui, sur la deuxième partie de la question, sur le Rassemblement national, écoutez... Nous sommes très inquiets de la situation de l'extrême droite dans ce pays. Je vais commencer par ça. D'abord parce que, je le dis, ça va faire polémique ici, mais je le dis, et vous pouvez regarder un certain nombre de positions de candidats Renaissance sur cette question,
s'il y a 89 députés RN dans cette Assemblée, c'est notamment la responsabilité de ce bloc du centre libéral, macroniste, qui a parfois préféré laisser passer des députés Rassemblement National plutôt que des députés de la NUPES. Et vous pouvez regarder des déclarations, il y a beaucoup de déclarations qui disent « je n'appelle à voter pour personne » ou « je ne me déplacerai pas », etc. Il en existe plusieurs. Donc il y a d'abord une responsabilité historique d'avoir 89 députés RN à l'Assemblée. Ensuite, nous sommes inquiets parce que, ça ne vous a pas échappé, il y a quelques semaines, un député RN a lancé à un député de mon groupe, Carlos Martins Bilongo, alors qu'il était en train de poser une question au gouvernement, retourne en Afrique. Qu'il retourne en Afrique, si je prends exactement le compte-rendu. Depuis, Carlos Martins Bilongo ne peut pas se déplacer dans un seul endroit du pays sans que partout apparaissent des tags sur le café sur lequel il devait faire une réunion publique à Toulouse, qu'il retourne en Afrique, sur les affiches à Roubaix, à Nantes et autres, avec des affichettes qui sont collées sur les affiches annonçant les meetings, qu'il retourne en Afrique. Et jusqu'à la semaine dernière, une tournée des facs, donc un meeting dans une université où le président de l'université était présent, avec 400 étudiants présents, attaqué par 24 individus cagoulés et armés. Et heureusement que notre service d'ordre a empêché ces individus de pénétrer à l'intérieur de la faculté, parce que je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je suis très inquiète de la violence que cela sème dans le pays. À la fois les mots qui sont prononcés directement dans cet hémicycle et des groupuscules d'ultra-droite ou d'extrême-droite qui attaquent encore la suppléante, pour donner juste cet exemple dans l'Hérault, du député Sylvain Carrière, qui a été attaquée elle aussi par des individus cagoulés et armés de barres de fer. Et donc j'alerte sur cette question. J'alerte parce que l'extrême droite est dangereuse dans ce pays. Et il faut une dissolution des groupuscules qui sont aujourd'hui des violents et des haineux dans notre pays. Donc à la fin, nous combattrons les idées du Front National jusqu'au bout. Et ensuite, eh bien, ce sera au peuple de trancher. Et que voulez-vous faire dans une élection, si ce n'est essayer de convaincre que oui, il existe des alternatives à ce qui se passe actuellement, que oui, il existe une alternative puisque leur monde à eux ne fait plus rêver, où il y a des coupures d'électricité à tout va, où la pauvreté est en train d'exploser, et bien que le nôtre, qui est un modèle d'entraide que nous proposons, eh bien lui peut faire rêver. Oui, je comprends, je pense que tout le monde comprend que vous dénonciez ces attaques de l'extrême droite, ces agressions de l'extrême droite contre notamment vos élus. Mais alors, il y a quelque chose que peut-être on arrive mal à comprendre. Pourquoi vous encouragez et vous applaudissez le fait que des députés RN votent vos motions de censure? Alors, on n'a jamais ni encouragé ni applaudi le fait que... Ça a été fait par Raquel Garrido. Non, on n'a jamais encouragé ni applaudi le fait que des députés RN votent nos motions de censure. Mais que voulez-vous? Lorsque vous regardez le nombre de votes du Rassemblement national depuis le début, ils ont voté bien plus avec Renaissance qu'ils n'ont voté avec nous. Et vous regardez le nombre de textes avec lesquels ils ont voté ensemble, et j'espère que vous avez à chaque fois, parce qu'on ne peut pas avoir des indignations à géométrie variable, hein. J'espère qu'à chaque fois vous leur dites comment vous sentez-vous avec le fait que la loi pouvoir d'achat a été votée avec le Rassemblement national, que la loi LOPMI a été votée avec le Rassemblement national, etc. Et je pourrais continuer. Mais nous ne demandons rien au Rassemblement national. Mais que je ne vais pas demander à mes députés de s'allonger sur leur pupitre pour empêcher qu'ils votent. Alors bon, là, en l'occurrence, c'est des votes à l'extérieur. Mais vous vous rendez compte que ça n'a aucun sens. Donc nous faisons des motions de censure qui permettent de répondre au 49.3. Après, chaque député est libre de la voter ou non, et chacun prend ses responsabilités sur cette question. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire que cela. Et lorsque les LR, par exemple, déposeront une motion de censure, eh bien, nous la voterons. Sur le projet de loi concernant les énergies renouvelables, est-ce que votre décision est faite? La discussion, en principe, va se terminer en fin de semaine. Le texte est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée jusqu'à vendredi. Il y aura un vote solennel à la rentrée le 10 janvier. Dans un communiqué publié par votre groupe juste avant le début des discussions, vous indiquiez que si un certain nombre de conditions n'étaient pas remplies, vous ne pourriez pas voter en faveur de ce texte.
Est-ce que ça veut dire que sur ce texte, en tout cas, vous hésitez entre vote pour ou abstention, mais que c'est a priori un texte auquel vous ne vous opposerez pas? Alors, on va prendre la décision en faisant le bilan des discussions à la fin du texte. Vous l'avez dit, le vote solennel est le 10 janvier, donc ça nous permettra de discuter ensemble de la position de vote du groupe qui n'est pas encore arrêtée puisque nous n'avons pas terminé les discussions et que cet après-midi notamment va arriver une de nos lignes rouges sur l'agrivoltaïsme. Nous avons choisi une méthode qui est une méthode de fixer un certain nombre de lignes rouges que nous voulons voir évoluer dans ce texte. Sinon, nous ne pouvons pas voter favorablement, c'est-à-dire nous ne pouvons pas voter pour ce texte dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on reproche à ce texte principalement ? Bon, on lui reproche d'être déjà un peu bâti bizarrement, mais bon, d'accord. Mais surtout, principalement, de ne pas assumer une vision planificatrice. Et vous savez que nous sommes attachés à la question de la planification démocratique des énergies renouvelables, avec aucune vision industrielle. Et quand on voit le nombre d'industries qui ont été détruites et qui nous permettaient de fabriquer justement en France ce dont nous avions besoin pour développer et accélérer ces énergies renouvelables, donc cette vision n'est pas dedans, et qui est en quelque sorte un texte paravent sur le texte qui va arriver juste après, sur la question du nucléaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Si nous continuons dans une stratégie nucléaire, ce que Emmanuel Macron a annoncé extrêmement directement, nous allons continuer à mettre donc les 100 milliards dans le grand carénage. Nous allons continuer à mettre des milliards pour développer peut-être Flamanville, des EPR, voilà, merci. Des EPR dont on ne sait pas bien quand est-ce qu'ils vont arriver, parce que vous avez vu quand même le fiasco de l'EPR de Flamanville. Il devait coûter 3,3 milliards. Il en coûtera au moins, d'après la Cour des comptes, au moins 21,5 milliards avec des problèmes de partout, sur des problèmes de fissures sur la cuve et le couvercle, des problèmes de malfaçon, des problèmes de travail dissimulé, puisque Bouygues a été condamné pour l'emploi de 460 travailleurs polonais et roumains qui étaient employés par une filiale en Irlande qui avait son siège à Chypre, dans des conditions terrifiantes, et donc il n'est toujours pas en fonctionnement, et j'espère que vu toutes les malfaçons qu'il y a dessus, il ne sera jamais en fonctionnement. Donc, vous ne pouvez pas d'un côté dire nous allons accélérer les énergies renouvelables et mettre l'argent sur le nucléaire. À un moment, il faut choisir où va l'argent. Et tant qu'il n'y aura pas une vraie volonté politique sur la question de la formation, sur la question de la reformation industrielle, de filières industrielles sur les énergies renouvelables, et sur la question de mettre l'argent nécessaire pour les développer, on n'y arrivera pas. Et je crois que ce texte, il n'est pas à la hauteur sur cette question-là. Mais voilà, on a fixé un certain nombre de lignes rouges. Je vous parlais de l'agrivoltaïsme, le fait de protéger les terres agricoles dans notre pays. Et c'est à partir de ces lignes rouges et de la manière dont se sont passées les discussions que nous déterminerons la position de vote de notre groupe. Tout en disant que voilà, la France est quand même, il faut s'en rappeler, le seul pays en Europe à ne pas avoir atteint ses objectifs de développement d'énergie renouvelable. Et ce n'est pas sans lien avec le nucléaire. Sur les retraites, vous étiez ce matin en conférence de presse avec l'ensemble des groupes de la NUP, Assemblée nationale et Sénat. Quelle va être, on a bien compris sur le fond que vous êtes opposé à cette réforme, bien évidemment. Quelle va être votre stratégie pour vous opposer à tout prix à cette réforme, alors qu'effectivement l'hypothèse d'un 49.3 est envisagée, mais somme toute n'est pas certaine, puisque si notamment les Républicains au Sénat et peut-être à l'Assemblée ne votent pas contre cette réforme a une chance de passer sans 49.3. Comment est-ce que vous allez faire pour vous y opposer, sachant que la méthode du 49.3 en cas de ce qu'on appelle l'obstruction reste une solution pour le gouvernement, qu'il y a aussi la possibilité de ce qu'on appelle le temps législatif programmé, qui permet de limiter le temps de débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir faire échec à cette réforme? Est-ce qu'il faudra pour ça mobiliser, y compris les Français lors de manifestations? Alors évidemment, nous allons utiliser tous les moyens que nous avons à notre disposition pour faire échec à cette réforme. En 2019, il y a eu 2 millions de personnes dans la rue. Et cette réforme a échoué. Alors certes, il y a eu le Covid, mais elle a échoué notamment parce qu'il y a eu cette énorme mobilisation et que nous avons poursuivi cette mobilisation dans l'hémicycle, peut-être vous en rappelez-vous. Donc nous allons avec la NUPES faire un contre-projet de réforme, donc, pour montrer que oui, il est possible
d'avoir une retraite à 60 ans dans notre pays avec 40 annuités, et donc qui va être à la fois détaillée sur ce que nous ferions si nous étions au gouvernement, et qui sera aussi financée. Voilà, nous allons faire un vrai projet de ce que nous ferions sur cette question-là, et qui permet de montrer qu'à chaque moment, il existe une alternative à ce que fait Emmanuel Macron. Première des choses, ça c'est plutôt sur le côté propositionnel. Ensuite, l'intersyndicale, vous avez vu, puisque tous les syndicats sont opposés à cette réforme de retraite, on fait un communiqué de presse pour dire qu'ils réfléchissaient à des dates en janvier. Bien évidemment, nous les soutiendrons avec la NUPES. Nous irons dans la rue pour nous opposer à cette réforme des retraites et nous mobiliserons pour ces dates de mobilisation. Et puis, il y a d'ores et déjà une date qui a été avancée, elle, par les organisations de jeunesse qui se sont rassemblées, qui est celle du 21 janvier. Et là aussi, nous nous rendrons à l'appel des organisations de jeunesse, qui sont quand même particulièrement concernées par ce sujet, puisque c'est la possibilité, même pour eux, de pouvoir rentrer dans la vie professionnelle qui est mise en cause par cette réforme des retraites. Et puis, c'est quand même l'avenir de notre pays qui est posé. Quand vous savez que l'espérance de vie en bonne santé des femmes est de 65 ans dans notre pays, que l'espérance de vie en bonne santé des hommes est de 64 ans dans notre pays, et que 7 millions de personnes dans notre pays sont d'ores et déjà mortes à l'âge de 65 ans. Donc, évidemment, j'espère qu'il y aura une mobilisation forte sur cette question. Et puis, nous, en hémicycle, avec l'ensemble de la NUPES, nous allons tout faire pour nous opposer à cette réforme des retraites, dont je rappelle que d'habitude, le gouvernement est un peu aidé par le Conseil d'orientation des retraites, qui fait son rapport pour expliquer généralement qu'il y aura une dette qui nous oblige à réformer. Là, pas de chance pour eux, le Conseil d'orientation des retraites. Attendez, je vous lis quand même ce qu'ils disent exactement. Je vous lis 2 phrases. Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Première phrase. Deuxième phrase. De 2032 jusqu'à 2070, la part des dépenses de retraite dans la richesse nationale serait stable ou en diminution. Donc, il n'y a aucune raison de faire cette réforme des retraites qui, par ailleurs, en plus d'être fortement injuste, est donc inutile. Sur le fond, on a bien compris que toute la gauche était opposée à cette réforme. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir parvenir à un contre-projet, une contre-réforme autour de la retraite à 60 ans? Ça ne fait pas forcément, à ce stade en tout cas, l'unanimité. En tout cas, c'est ce qui, et c'est notamment l'objet de la conférence de presse qui a été faite ce matin. Nous avons d'ores et déjà commencé avec la NUPES à faire des auditions communes de syndicats. Et nous allons continuer d'ailleurs à en faire, donc à travailler avec les différents acteurs de la société sur les propositions qui en sont faites. Et oui, l'accord a été donné et il est d'ailleurs inscrit noir sur blanc, vous pouvez regarder dans le programme de gouvernement que nous avions fait ensemble pour les législatives, qui est de dire que l'ensemble de la NUPES est d'accord et favorable à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Donc c'est autour de ça que nous allons travailler. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de nuances. Et voilà, et donc on va travailler sur ce projet qui permet justement d'avoir l'accord de l'ensemble de la NUPES, et puis ensuite chacune des forces pourra porter des choses qui vont plus loin si elles le souhaitent sur cette question, mais qui nous permettent d'avoir un socle alternatif commun qui ne sera pas faible. Enfin, je veux dire ensemble avec la NUPES que nous voulons la retraite à 60 ans, je ne crois pas que ça soit un consensus entre nous qui soit un consensus mou ou faible. Oui, Olivier Faure lui dit que ça prendra du temps, qu'il faudra le faire progressivement. Sur la retraite à 60 ans. Sur la retraite à 60 ans, oui. Ça fait partie des discussions qu'on a sur ce qu'on va mettre dans le contre-projet, mais la volonté que nous avons exprimée en commun ce matin, c'est d'avoir ce contre-projet commun qui permet justement de redire qu'à chaque instant, nous avons d'autres possibilités et d'autres chemins dans notre pays que celui que nous présente la Macronie comme étant absolument inévitable. Enfin, vous avez entendu, hier, je demandais à la Première ministre de s'engager à ne pas utiliser le 49.3 sur la réforme des retraites, puisqu'il prône la discussion, les nouvelles méthodes de gouvernement, etc. Vous avez entendu la réponse de la Première ministre, qui non seulement n'apporte aucune réponse dessus, donc elle ne dit ni oui ni non, et elle se garde cette possibilité-là, mais qui en plus nous explique que nous sommes des irresponsables, 100 milliards de dettes et je ne sais quoi, qui n'est pas du tout corroboré par le Conseil d'orientation des retraites, qui, je m'excuse de le dire, mais n'est pas dirigé par un insoumis. Ce n'est pas la France insoumise qui a fait ce rapport, d'accord ? Donc, est quand même quelque chose de sérieux sur lequel on peut s'appuyer pour dire que les discours qui sont portés actuellement par le gouvernement sont des discours qui ne sont pas corroborés, notamment par ce rapport.
Lors de votre journée d'initiative parlementaire en novembre, une proposition de loi, c'était pas la seule, mais a fait particulièrement débat, c'était celle concernant la réintégration des soignants non vaccinés, qui a failli d'ailleurs être reprise par le Rassemblement national dans le cadre de sa niche parlementaire qui aura lieu au début du mois de janvier. Vous vous y êtes finalement opposé. Vous avez annoncé votre intention de redéposer une proposition de loi sur ce sujet-là. Quel débouché législatif est-ce que vous envisagez? Est-ce qu'un autre groupe de la NUPES pourrait être amené à la reprendre, sachant qu'à l'évidence, ce texte n'est pas suffisamment transpartisan ou en tout cas consensuel pour être inscrit dans ce qu'on appelle les semaines de l'Assemblée? Alors, il y a 3 textes qui sont en suspens sur plusieurs des aspects qui sont issus de notre niche parlementaire. Le premier qui, je crois, fait rentrer l'Assemblée nationale et la France dans la grande porte de l'histoire, c'est celui que j'ai porté sur le fait d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Nous serions alors, la France, le premier État au monde, à l'heure où ces droits sont attaqués aux États-Unis, mais aussi en Hongrie, en Pologne, en Italie et au Portugal et dans d'autres endroits en Europe. Nous serions alors le premier État au monde à inscrire le droit à l'avortement dans notre Constitution. Nous demandons à ce que ça soit un projet de loi constitutionnel puisque cela permettrait d'éviter la phase référendum, non pas que nous craignions le résultat du référendum, mais j'aimerais éviter pour les femmes de ce pays, les petites filles de ce pays, le torrent de paroles nauséabondes qui serait alors donné dans tous les médias et dans tous les espaces publics sur le fait que celles qui avortent seraient des meurtrières, participeraient à un génocide comme le disent certains députés du Rassemblement national, ou même seraient équivalents, je cite là aussi une députée du Rassemblement national, l'équivalent des crimes de Daesh pour les 200 000 femmes qui avortent chaque année dans notre pays. Je demande donc ce projet de loi au gouvernement qui, pour l'instant, botte en quelque sorte en touche sur cette question. Je ne sais pas où ça bloque, mais ça botte en touche. Et je dis juste un point que j'ai appris aujourd'hui et qui me semble intéressant, enfin hier, c'est que le groupe socialiste au Sénat le déposera, lui, dans sa niche, le 1er février 2023, dans les mêmes termes que ceux que nous avons adoptés à l'Assemblée, qui serait là aussi, je crois, un signal extrêmement fort pour le gouvernement, pour dire que nous sommes prêts à inscrire ce droit dans la Constitution. Ça, c'était sur la première. Juste pour poursuivre là-dessus, oui, juste une question là-dessus, parce que la dernière fois, il y avait une proposition de loi sur ce sujet qui a été rejetée au Sénat, mais avec une rédaction différente de celle qui a été adoptée à l'Assemblée, avec le soutien d'ailleurs des groupes qui soutiennent le gouvernement. Pour le coup, est-ce que vous espérez que dans sa rédaction actuelle, cette proposition de loi puisse être votée au Sénat? Ça s'était joué à 17 voix près la dernière fois, et que si le texte est adopté au Sénat, ça ouvre peut-être des perspectives de reprise par le gouvernement? C'est en tout cas ce que j'espère. Effectivement, la rédaction est différente. Si vous regardez le scrutin public qui a été fait à l'issue, vous avez quand même la majorité des LR de l'Assemblée, donc des Républicains, qui ont voté pour cette rédaction-là. Et donc, une partie du groupe Rassemblement national aussi, d'ailleurs. Tout à fait. J'ose espérer que cette rédaction puisse emporter aussi le vote du Sénat et que là, alors, il n'y ait plus aucune raison de refuser que le gouvernement le reprenne sous forme de projet de loi. D'autant plus que, je le dis, je ne comprends pas pourquoi ce gouvernement, dont on voit bien que le président est extrêmement actif au niveau international, c'est un journaliste qui disait qu'il cherchait le prix Nobel de la paix, ça je n'en sais rien, mais être un gouvernement qui donne le nom d'une ministre à une loi qui ferait de la France une nation pionnière en matière de droits des femmes, je trouve que c'est intéressant, y compris même pour eux, s'ils pensent dans un cadre un peu étriqué. Mais en tout cas, je pense que ça serait un très beau signal pour l'ensemble des femmes du monde qui luttent pour le droit à disposer de leur corps. Ça, c'est sur la première. Ensuite, vous avez la deuxième, qui est celle que nous avons dû retirer vu le nombre d'amendements absolument phénoménal et d'obstruction qui a été faite, qui est sur l'interdiction de la corrida. Interdiction de la corrida qui emporte une large majorité des personnes du peuple dans ce pays, puisque je crois que c'est 8 ou 9 Français sur 10 qui sont favorables à l'interdiction de la corrida, qui est aujourd'hui une exception lorsque l'on voit déjà ce que nous avons dans notre loi, et qui est une exception qui perdure et qui, à notre avis, devrait s'arrêter. Ce qui était intéressant avec cette proposition de loi, c'est que vous aviez dans tous les groupes parlementaires des personnes qui étaient favorables. Ça dépassait absolument tous les clivages partisans. Et je me suis rendu compte que ça soit sur celle-ci ou celle sur la réintégration des soignants, sur lequel nous avions une majorité, puisque juste avant 20h, il est resté alors 16 amendements. Lorsque nous avons voté sur les amendements de suppression qui étaient présentés,
eh bien, ces amendements de suppression ont été rejetés. Qu'est-ce que ça prouve? Que nous avions une majorité à l'Assemblée nationale pour réintégrer les personnels soignants, ce que énormément de pays ont fait en Europe, et donc, bon, qui a une majorité à l'Assemblée pour cela. Je me suis rendu compte, alors que nous sommes, en termes de nombre de députés, largement majoritaires à la conférence des présidents, en termes de groupes qui sont favorables, et bien que finalement, la niche transpartisane que nous vantait Yaël Braun-Pivet, qui était de dire, bon, la Renaissance prend 80%, ce qui se discutait déjà, et puis 20% du temps des semaines de l'Assemblée sont réservés à des propositions de loi transpartisanes. Pour moi, on rentrait complètement dans ce cadre-là. Et donc, elle nous explique que ce n'est pas transpartisan, parce que ce n'est pas proposé par le président de la commission, en l'occurrence, la présidente de la commission des affaires sociales. Donc en fait, ce que veut dire proposition transpartisane dans la bouche de Yaël Braun-Pivet, c'est proposition transpartisane, donc portée par plusieurs groupes, tant que le gouvernement est d'accord. Et quand le gouvernement n'est pas d'accord, vous avez beau avoir les groupes qui sont largement majoritaires dans l'Assemblée et qui sont d'accord pour inscrire une proposition de loi dans l'Assemblée, eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Donc ce n'est pas, il faudrait corriger, je pense, ce que dit la présidente de l'Assemblée sur cette question. Ce n'est pas 20% du temps des semaines de l'Assemblée qui sont consacrés à des propositions de loi transpartisanes, c'est 20% du temps des semaines de l'Assemblée qui sont consacrés à des propositions de loi transpartisanes s'il y a accord du gouvernement et uniquement s'il y a accord du gouvernement. À défaut d'être inscrit dans ce cadre-là, est-ce qu'un autre groupe de la NUPES a déjà donné son accord pour l'inscrire éventuellement dans le cadre d'une niche parlementaire? Muay Thai Brotherson, qui avait fait une conférence de presse en tant que président de la délégation aux Outre-mer, avait indiqué que GDR pourrait l'apporter dans sa niche parlementaire qui est en mai, de même que Lyotte, avec Olivier Servat, député de Guadeloupe, avait indiqué que c'était une possibilité aussi. Après, mai et juin, vous laissez des gens qui sont sans salaire, et je pense notamment là fortement aux Antilles, vous laissez des personnes sans salaire encore pendant 6 mois, ce qui est très difficile à entendre pour les personnes qui sont concernées. François, une dernière question. Oui, au début de notre entretien, vous nous avez dit que Manuel Bompard n'était pas coordinateur. Quel est le véritable coordinateur? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Et quel rôle occupe actuellement Jean-Luc Mélenchon, maintenant et peut-être plus tard? Je vois que vous êtes taquin, alors je le redis, le coordinateur sera élu par la coordination des espaces, donc c'est la coordination des espaces qui déterminera la coordination du mouvement, première chose. Sur la deuxième question, sur Jean-Luc Mélenchon, et ça a été annoncé ce samedi, mais coprésident de la Fondation La Boétie avec Clémence Guettet, et ils vont notamment ouvrir un cycle de formation qui est assez intense, puisque pour les personnes qui vont le suivre, ça sera, je crois, un week-end sur 2 de formation, si je ne me trompe pas. Il faudra vérifier ça, mais voilà. En tout cas, un cycle de formation assez intense. Et avec ensuite des espaces qui vont être portés par des chaires, par des universitaires, sur beaucoup des sujets, que ce soit sur les questions de philosophie, que ce soit... Bref, il ouvre un espace qui est un espace de discussion, de réflexion avec des universitaires, avec des intellectuels, avec des artistes, et qui permettront d'être aussi le lieu de formation de notre mouvement. Toute dernière question peut-être quand même. Vous évoquiez tout à l'heure la recherche d'un éventuel prix Nobel pour Emmanuel Macron. Pour l'heure, c'est l'heure de la Coupe du Monde. Est-ce que vous considérez que le président, qu'il est normal, qu'il a raison de se rendre au Qatar ce soir pour assister au match France-Maroc et soutenir l'équipe de France? Est-ce que ça fait partie de son rôle, quels que soient les débats qu'on puisse avoir sur cette Coupe du Monde et sur ce qui peut vous opposer politiquement? Non, enfin nous avons demandé, alors nous ce n'est pas l'idée de mettre une culpabilisation individuelle sur les personnes qui regardent, ça ne nous intéresse pas. Mais quand même, 6500 personnes sont mortes en construisant les stades, avec des conditions de travail qui étaient abominables. Parfois, vous ne pouviez pas boire, vous deviez travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour, abominable. Et donc, je trouve que, et d'ailleurs Alexis Corbière avait posé une question au gouvernement pour notre groupe sur cette question,
Il avait eu cette formule en demandant un boycott diplomatique, ce que nous demandions. Il avait eu cette formule pour dire que la France n'avait pas besoin d'Emmanuel Macron pour gagner, mais que par contre, les droits humains dans le monde avaient besoin de la voix de la France pour être portés. Et donc, non, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'Emmanuel Macron y aille. Et d'ailleurs, je salue aussi le travail qu'a fait Manon Aubry au Parlement européen, puisque vous avez vu le scandale immense qui a éclaté au Parlement européen avec le Qatar qui a directement payé des députés européens pour empêcher une résolution qui condamnait les morts qu'il y avait eu au Qatar, et je ne parle même pas du problème écologique qui se pose avec cette Coupe du Monde au Qatar, et qui a obtenu, là avec d'autres bien sûr, mais qu'il y ait une commission d'enquête sur cette question et un renforcement des règles d'éthique et de transparence au Parlement européen, parce que je crois qu'il est extrêmement grave d'avoir un pays qui paye directement des députés européens pour empêcher des décisions politiques en son sein. Merci Mathilde Panot d'avoir accepté notre invitation. Bon après-midi à tous. On se retrouve la deuxième semaine de janvier. Bonne fête à tous.